Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme, qui est DRH chez Signaux Giro. Alors, quand j'ai parlé à Jérôme du concept de notre podcast, il a été tout de suite emballé. Je pense qu'il pourra le confirmer juste après. Et il a décidé de traiter un sujet très important au sein de l'entreprise, qui est le sujet de l'intégration des collaborateurs, ou pas d'ailleurs. Sans en dire plus, bonjour Jérôme, je vais te laisser te présenter et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Ma vie de DRH. Bonjour, donc Jérôme, j'ai 59 ans, je vais toujours travailler dans la fonction RH et je travaille depuis 1990, il me semble, voilà, avec deux grandes séquences dans ma vie professionnelle. Une première séquence pendant une dizaine d'années out, c'est-à-dire je travaillais pour des cabinets ou des structures qui intervenaient dans les entreprises en tant que RH. Et puis après, j'ai franchi le pas, je suis passé de l'autre côté de la table, comme on dit, et j'ai travaillé dans des fonctions RH dans différentes entreprises, le groupe Continental, Steph TFE, voilà, le groupe V33. Pôle emploi, j'ai été pendant 2 ans, j'ai travaillé aux ressources humaines de Pôle emploi. Et puis maintenant, je travaille pour le groupe Signaux Giro depuis 2019, voilà, qui est une entreprise du Haut-Jura, une entreprise familiale, une PME du Haut-Jura. Voilà, voilà qui je suis. Et c'est ce parcours qui m'a fait développer la conviction que l'intégration était vraiment nécessaire et que tout ne s'arrêtait pas au jour où on avait signé le contrat de travail d'un collaborateur, mais qu'il fallait aller beaucoup plus loin pour le mettre en condition et mettre aussi l'équipe qui le rejoint en condition de réussir euh, confortablement et le mettre en maîtrise de son poste le plus rapidement possible. Merci pour cette première présentation. Et alors simplement pour en savoir un petit peu plus sur Signaux Giro aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? Où est-ce que vous êtes situé? Alors, Signaux Giro est une entreprise qui existe depuis 1905. Nous sommes des gens dont le métier, c'est l'aménagement de la voie publique. Le métier qui est le plus connu chez nous, c'est la fabrication de panneaux de circulation routière. Voilà. Et nous sommes également un des derniers émailleurs de France. Souvent, quand vous voyez des plaques de rue ou des numéros de maison en tôle émaillée, c'est nous qui les fabriquons. Nous sommes aussi, par exemple, ceux qui avons fabriqué, pour les gens qui sont en Île-de-France, quand vous passez à Châtelet-Les-Halles ou à la gare RER Aubert, les bardages de ces deux stations sont en tôle émaillée et ils ont été fabriqués dans notre usine du Jura. Voilà. Alors, ce qui nous caractérise très rapidement, c'est que nous sommes à la fois un fabricant de panneaux de circulation, mais également un installateur. C'est-à-dire que nous avons deux grandes cultures chez nous, une culture industrielle très ancienne, en 1905, et une culture plus récente, mais une culture aussi formidablement forte, qui est la culture des travaux publics. Nous avons également des activités, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est extrêmement intéressant, des activités de mobilier urbain. Ça, c'est pour la France. Et puis, le groupe a aussi connu un développement à l'international, puisque nous sommes présents dans 8 autres pays, voilà. En France, l'effectif, c'est un peu moins de 600 personnes, et à l'international, à peu près 350 personnes. Voilà, nous sommes une ETI. En tout cas, pas mal de personnes sous ta responsabilité en tant que DRH. Et justement, pour en venir un peu au cœur du sujet, rapidement, tu m'expliquais juste en off avant qu'on lance l'enregistrement que tu avais eu un parcours dans différentes entreprises où tu avais été confronté à ce sujet d'intégration qui était plus ou moins bien fait. Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui te fait aujourd'hui porter ce sujet avec un grand drapeau? Alors, sans vous faire tout le CV,
j'ai occupé des fonctions RH dans différentes entreprises ayant des cultures très différentes, que ce soit le groupe Continental, donc la fabrication de pneus, forte culture, Stef TFE, le transport routier frigorifique, là aussi une culture radicalement différente, mais extrêmement forte. Euh, L'entreprise, enfin le groupe V33, première entreprise familiale du Jura dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans. Et à chaque fois, et puis n'oublions pas Pôle emploi, qui est vraiment aussi, qui a une culture très forte, très particulière. Voilà. Et à chaque fois, ce que j'ai éprouvé, alors au début sans le conscientiser, puis petit à petit en étant vraiment conscient de ça, c'est qu'en fait, quand on est recruté pour ses compétences, pour son expérience, voilà, et pour la capacité qu'on aura à faire face. Mais n'empêche que quand on est dans les premiers mois de sa prise de fonction, et ça peut durer pendant à peu près un an, on a des difficultés parce qu'on ne connaît pas tout. Parce qu'il y a évidemment ce qui est dans la fiche de fonction, mais il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui fait partie de la culture et qui est absolument essentiel à connaître si on veut être en maîtrise de son poste. Alors, c'est là où, en off, nous parlions de une je ne suis pas un grand théoricien, je ne suis pas un grand intellectuel des ressources humaines, mais comme tout le monde, j'essaie de me cultiver sur le sujet. Il y a quelque chose qui m'a frappé, et là où j'ai commencé à mettre en place des, des- quelque chose d'un peu plus construit sur l'intégration, c'est quand j'ai découvert, et il y a de ça fort longtemps, l'effet Dunning-Kruger, hein, qui est vraiment qui décrit parfaitement les différentes étapes que nous vivons tous quand on prend une nouvelle fonction, qu'on soit nouvel embauché ou qu'on bénéficie d'une promotion sur un autre poste, quand il y a du changement important dans notre itinéraire et notre pratique professionnelle, avec une première phase, un peu état de grâce, où on s'évalue, on se surévalue, et puis tout à fait, tout juste derrière, une phase que Dunning-Kruger, Dunning et Kruger, ces deux personnes ont appelé la vallée de l'humilité, où on se sous-évalue complètement, on sous-évalue son action parce que bah, tout ce qu'on décide, ça marche pas, on est enclin à beaucoup de petits échecs hein, ou de beaucoup de difficultés parce qu'on ne sait pas tout. Il faut, c'est long. Donc voilà, tout, tout notre propos et tout ce que j'ai pu expérimenter, on l'a développé et je remercie Claude Giraud, mon PDG, de m'avoir permis et de m'avoir dit, mais moi, c'est ce que j'attendais quand je lui ai décrit ça dans mon, dans mon entretien de recrutement. C'est tout à fait exact. C'est dans mon entretien de recrutement, je lui dis, voilà, j'ai une conviction, c'est que il faut que l'on développe l'intégration parce qu'on ne peut pas s'arrêter simplement au recrutement. C'est ce que nous avons fait, accompagné, soutenu, et je me remercie ici. Et c'est vrai qu'on on a développé quelque chose, on a formalisé quelque chose avec nos moyens, notre simplicité d'entreprise jurassien. Nous sommes que des gens, on n'a pas une grande boîte postale, etc. Nous sommes juste des gens très simples, mais on a fait quelque chose de pratico-pratique pour permettre aux gens d'accéder plus facilement. Et puis, ce que je disais aussi, pardon, je parle beaucoup, c'est que l'intégration, c'est pas seulement la personne qu'on accueille, mais c'est aussi ceux qui intègrent, ceux qui accueillent. Et ceux-là, il faut leur donner un cadre. C'est-à-dire que plus on va être précis dans le scénario, en disant, voilà, ton rôle, ça va être de transmettre telle compétence, ça va être d'essayer de vraiment apporter de la ressource sur telle séquence de son job, euh, c'est beaucoup plus confortable parce que euh, intégrer quelqu'un dans son équipe, c'est faire, en plus de son boulot, quelque chose d'autre. Et si on n'y prête pas garde, ça peut être très usant. Et on a tous vécu, à post-Covid, un moment de turnover très important, nous comme les autres. Et c'est vrai que ça s'accentue avec des gens qui sont fatigués de devoir former et reformer de nouveaux arrivants. Donc plus on est bon dans le scénario et dans le rôle que chacun a à jouer pour transmettre la bonne compétence, eh bien, plus efficient on a et mieux ça se passe.
Et ça, c'est quelque chose que l'on a éprouvé, et éprouvé au sens littéral du terme, et où on a essayé de s'améliorer pour justement. Deuxième chose aussi qui est importante, c'est sans encore une fois développer de grandes théories, on sait aussi que pour être efficace, il faut à la fois comprendre ce qu'on attend de soi, et c'est déjà très compliqué quand on prend un poste de comprendre tout ce qu'on attend de soi, mais aussi il faut comprendre ce que les autres attendent et ce que eux, comment eux doivent le percevoir. Comprendre ce que les autres attendent également de ta fonction, c'est-à-dire comprendre aussi les postes des autres. Ça, c'est quelque chose que nous faisons dans nos parcours d'intégration, mais aussi après. Mais pour certains postes clés, nous le faisons dès le parcours d'intégration. Par exemple, nos commerciaux vont faire un jour, 2 jours, voire 3 jours d'administration des ventes pour que après, ils soient capables de formuler et de dialoguer avec la personne de l'administration des ventes qui va s'occuper d'eux en particulier, en étant beaucoup plus efficace dans la transmission ou la demande d'information. Voilà, ça c'est tout ce que nous avons mis en place, alors que je vais euh, évidemment développer. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que en 2019, quand j'arrive et quand on commence à réfléchir sur le sujet, moi, je me rends compte que dans mon service RH, il faut que je fasse bouger des lignes. Et ça, c'est important. Il y a peut-être des RH ou des gens du service RH, des services RH qui vont nous écouter. Euh, Classiquement, quand je suis arrivé, il y avait une personne en charge du recrutement et puis il y avait 2 personnes en charge de la formation. Et puis par ailleurs, il y avait aussi un service d'administration du personnel, paye, contrat de travail, etc. Eh bien là, une des choses que nous avons relativement rapidement, c'était déjà en place avant le Covid, c'est un bon marqueur de temps, c'est que nous avons fusionné le service recrutement et le service formation. Ça ne fait qu'un seul service, c'est le service développement du personnel, qui est en fait en charge de tout le parcours et de toute la compétence. C'est-à-dire que la compétence, on la recherche quand on recrute, on est sur l'intégration et puis on accompagne. Donc le recrutement est une phase qui est avant et après. Elle se prolonge. Et après, il y a de la compétence. Et c'est toujours le même service qui s'en occupe. Ça permet d'avoir un service plus étoffé, avec plus de compétences. Ça donne beaucoup plus d'intérêt à la fonction. C'est-à-dire que mes collègues, elles interviennent sur beaucoup d'aspects et ça donne de la densité au poste. Et puis ça donne beaucoup d'efficacité parce que elle, alors pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je vous ai dit mon âge, j'ai 59 ans et j'ai la chance d'avoir un service dont la moyenne d'âge est un peu en dessous de 30 ans. Et je suis vraiment le plus heureux des hommes parce que c'est quelque chose de formidable. Ça me donne beaucoup ça me permet de rester dans l'époque. Euh, donc, on fait ça et on a quelque chose de plus efficace aussi. Alors, ce service RH a un rôle important dans notre processus d'intégration. Avant de développer notre processus d'intégration, ce que nous avons fait, c'est qu'on est sorti de la fiche de fonction sur les postes clés et qu'on les a analysés d'un point de vue des attendus. Qu'est-ce qu'on va attendre de toi? Et on a pris un filtre qui est de décrire les postes par attendu selon la journée type. C'est quoi ta journée type? Qu'est-ce qu'on attend de toi le matin, le soir, à midi, etc. Peu importe. Une semaine type, qu'est-ce qu'on attend de toi le lundi, etc. Et le mois type, le trimestre type, l'année type. Voilà. Ça permet à la personne et nous, ça nous permet déjà de dire à la personne, voilà, on va cadencer ce que tu as à apprendre et à comprendre précisément. Il y a des choses, on va prendre un exemple que nous maîtrisons très bien, qui est la fonction commerciale. Eh bien, on va pas tout de suite
demander à quelqu'un qui vient d'arriver dans notre fonction commerciale de comprendre la complexité des règles du marché public. On va déjà s'assurer que on maîtrise les outils. Il y a beaucoup d'outils, le CRM, des choses qui sont extrêmement. Et puis voilà, on dit bah voilà, dans le premier mois, tu dois maîtriser les outils. Et puis dans le premier trimestre, tu dois avoir une bonne compréhension de toute la technicité des produits que tu vends. Voilà. Et puis, dans le trimestre d'après, on va aussi t'expliquer par des webinaires qui sont animés par le service marketing, par exemple, quelle différence entre nos produits et ceux de nos concurrents pour que tu puisses être de plus en plus pertinent dans ta prescription, dans ta relation commerciale. Et puis après, petit à petit, on va t'emmener aussi dans la capacité de pouvoir d'aborder les marchés publics dans leur entièreté et leur exception. Voilà. Ça, c'est juste pour vous prendre un exemple, on le fait pour beaucoup, de manière à ce que la personne se dise, bon, j'ai beaucoup de choses à apprendre, et c'est le cas de tous les postes. Quand on prend un poste, quel qu'il soit, on a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à retenir. Même un poste d'opérateur de production, c'est quelque chose qui semble répétitif, mais en fait, le diable se cache dans les détails et il y a beaucoup de choses à comprendre. Et aujourd'hui, en production, il y a des dimensions de maintenance préventive, il y a des dimensions de qualité, de sécurité, et on se fait souvent déborder quand on commence un poste de production par par la cadence, par des choses qui vous submergent. Et donc, être en capacité de pouvoir dire attention, pour faire prendre du recul, il n'y a pas de petit poste. Tous les postes sont importants et tous les postes méritent d'être intégrés et d'être suivis dans leur intégration. Ça, c'est une conviction. Et donc là, c'est toujours pareil. On prend un temps pour pouvoir prendre un peu de hauteur sur le poste et dire, regarde, voilà, est-ce que tu as conscience, hein, la performance, c'est quand on est conscient de ce qu'on sait faire et quand on est conscient de ce qu'on ne sait pas faire encore. Ça, comme ça, on commence à être performant. C'est quand on est conscient de ses compétences. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir des temps où on leur fait prendre de la hauteur. On aide aussi le manager à faire prendre de la hauteur, parce que le manager est aussi quelqu'un qui est toujours, comme on dit, le nez dans le guidon. Et faire prendre de la hauteur à ses collaborateurs, c'est pas une fois par an au moment des entretiens professionnels, mais c'est souvent de manière à ce qu'ils puissent euh, être quelqu'un qui apporte des solutions. Pour être quelqu'un qui apporte des solutions, un manager, il doit être en capacité. Donc nous, notre rôle, c'est de lui apporter les outils. Et pendant le parcours d'intégration, c'est important pour qu'il soit en capacité de faire prendre de la hauteur à son collaborateur. Voilà, euh, très rapidement, avant que vous me posiez des questions, comment nous avons développé et mis en place avec les convictions et quelques apports théoriques. Voilà ce que nous avons mis en place chez Signaux Giraud. Merci, Jérôme. Ce que j'entends, c'est que vous avez quand même mis pas mal de choses en place au sein de l'entreprise, entre le fait d'essayer d'atténuer le plus possible la courbe de l'effet Dunning-Kruger dont tu parlais, et d'apporter justement ben, tout ce chemin tracé du développement des compétences et de leur compréhension. Le fait aussi d'avoir des vies ma vie, pardon, tu as parlé Oui. effectivement d'avoir conscience de ce que font les autres et de comprendre un peu comment l'entreprise fonctionne. Tu as parlé de pas mal de choses, notamment aussi peut-être, tu en as moins parlé, mais des points avec les RH tous les 15 jours pour les points clés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. là-dessus? Et puis aussi bah, tous les autres points que tu n'as pas encore évoqués sur, par exemple, la visite d'usine, le discours du DG pour justement encore plus emmener dans le temps le collaborateur dans son intégration. Alors, première chose, on va parler du rôle du service RH. C'est vrai, je vais défendre ce service auquel j'appartiens. Euh, pour que ce soit, pour donner plus de poids au parcours d'intégration, parce qu'ils sont denses, la durée est entre 2 et 6 mois, selon le poste.
et il s'adresse à de très nombreux postes clés de l'entreprise. Pas seulement quelques cadres, mais vraiment de très nombreux postes clés de l'entreprise. Nous sommes une entreprise délocalisée et il est important d'avoir ce suivi parce que les gens ne voient pas leur manager tous les jours, voire pas toutes les semaines, pour bon nombre d'entre eux. Donc il faut absolument que nous avons tout de suite développé, avec ce service RH qui a à fonction élargie, développement des compétences à fonction élargie, un rituel de suivi autour de ces attendus que nous avons parfaitement décrits, ta journée type, qu'est-ce que tu dois savoir faire. Voilà, pour un exemple, un responsable d'agence travaux doit tous les vendredis vérifier les heures de travail de ses collaborateurs parce que c'est crucial pour en analyser la pertinence, la performance et la rentabilité. Bien. Est-ce que tu l'as fait tous les vendredis? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Voilà, ce sont des questions très simples, très pragmatiques, qui nous permettent d'évaluer si la personne a bien compris ce dont il a besoin pour le comprendre. Et puis aussi, le point avec le collaborateur et une fois tous les mois, un point avec le manager. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez vertueux. Le manager ne se sent pas seul en charge, parce que c'est vrai que c'est un peu souvent le cas. La pratique, c'est le manager se débrouille pour gérer l'intégration. Mais le manager, il a bien d'autres choses à faire. Je parlais des gens qui reçoivent, les collègues qui doivent former. Mais le manager, il est aussi dans ce cas-là. Et il doit penser à tout. Et nous, on n'est pas convaincus, et c'est pas notre postulat qu'un manager, ça doit penser à tout. Un manager, c'est un homme ou une femme comme un autre. C'est-à-dire qu'il a plein de choses à penser, plein de choses dans la tête, des rendez-vous, des réunions, et donc il peut oublier des points très pratico-pratiques et qui sont pourtant vraiment bénéfiques pour la prise de fonction et la montée pour que la personne délivre le plus rapidement possible et d'une façon confortable. C'est le rôle très simple, très concret des gens du développement RH. Mes trois collègues du développement RH qui vont faire ça, qui vont appeler, vont dire comment ça va. Est-ce que tu as tout? Est-ce que ça, tu l'as compris? Qu'est-ce qui te manque pour le comprendre? Et aussi de pouvoir éclairé. C'est-à-dire que dans une entreprise, qu'elle soit familiale ou un grand groupe, c'est pas les mêmes modalités, mais il y a toujours euh, la culture, à qui s'adresser, le bon petit truc pour que on gagne des fois 3 mois dans la compréhension de quelque chose de bon sens. Mais c'est bien sûr, mais si je l'avais su plus tôt, eh bien nous, on va essayer de s'être, voilà, on va te le dire en temps et en heure parce que comme ça, tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas pouvoir faire juste ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire bien faire ton boulot et pas en plus passer de l'énergie et du temps à essayer de trouver la petite information, mais qui permet d'être plus confortable. Parce que quand on le sait, après, c'est très rapide, mais quand on ne le sait pas, ça peut prendre des proportions des fois un peu galères. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du service RH, développement RH, qui est vraiment d'appeler et d'être en soutien. Pas, on ne va pas jouer les sauveurs, hein, c'est pas notre sujet. On va être en soutien, en appui, de manière à ce que le nouveau collaborateur prenne ses marques et que le manager puisse le faire aussi tranquillement, l'accompagner et faire son rôle de manager. Voilà. La partie culture et intervention du PDG, hein, qui s'appelle Claude Giraud, chez Signaux Giraud, c'est la cinquième génération de Giraud à la tête de l'entreprise. Eh bien, Claude Giraud vraiment fait ça à chaque fois. On a des semaines d'intégration où tout le monde se retrouve à Bellefontaine, dans le Haut-Jura, et il les accueille et il leur donne le sens. Et il est très transparent sur ce qui se passe. Il parle de la culture, il parle. Alors, il va pas vraiment être dans ouais, mes ancêtres, etc. Il va vraiment dire ce qu'est la culture, ce que sont ses valeurs. C'est quelqu'un de très humble et très transparent. Et il va vraiment transmettre cette culture et transmettre ses valeurs en se mettant à la portée des nouveaux arrivants.
pour qu'ils se sentent accueillis. Et puis, pareil, ça fait aussi partie du rituel, quelle que soit sa fonction, les nouveaux arrivants visitent l'usine. Et souvent, quand on fait ça à peu près tous les 2, 3 mois, selon le rythme des nouveaux arrivants, eh bien, des gens qui sont dans le réseau travaux, qui ont une vingtaine d'années d'ancienneté et qui n'ont pas vu l'usine depuis très longtemps, parce que, comme toute entreprise, évidemment, on investit, on se modernise et on change, eh bien, on les invite aussi à cette visite d'usine et à passer un peu de temps dans ce parcours d'intégration, parce que il est important d'entretenir cette culture. Et puis, ils partagent aussi et ils sont la démonstration de la capacité de faire des carrières assez longues au sein du groupe Signaux Giraud. Voilà. Donc ça, c'est important quand on est en entreprise familiale d'avoir cette incarnation. Et on a, c'est vrai, cette caractéristique, c'est que Claude Giraud ou sa sœur Jacqueline incarnent l'entreprise, travaillent et au sein de l'entreprise et ils sont présents. Voilà. Merci Jérôme. Mais justement, je rebondis sur les personnes en fait qui font partie de ce processus d'intégration. On a beaucoup parlé aussi des nouvellement embauchés, mais ça va au-delà. Qui Oui. est concerné en fait par cette Alors, intégration sont dont tu parles? concernés, en effet, sont concernés, bon, évidemment, les nouveaux embauchés, parce que il faut absolument qu'on les embarque, hein. Ça, le mot anglo-saxon, c'est onboarding, je crois, pour l'intégration. Et c'est vraiment ça, c'est bienvenue à bord. Et on t'embarque, et il faut absolument. Mais c'est aussi les gens qui vont changer de fonction. Euh, on est, on- Nous sommes une entreprise qui promeut. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des parcours incroyables dans notre entreprise. Et à chaque fois, alors il y a évidemment des passages obligés. Il peut y avoir des prises de fonction managériales. On va encore en avoir une très bientôt, de quelqu'un qui n'est pas manager, qui est là depuis une dizaine d'années chez nous et qui va devenir manager. Parce que elle en a le talent, la compétence et l'envie. Eh bien, on va aussi accompagner cette personne exactement comme un nouveau embauché, alors sans la partie culture, parce que ça, c'est acquis, évidemment, mais en s'assurant bien, en disant attention, voilà, ton poste, on va le décrire, on va le démonter, on va l'analyser. Il y a des attendus sur ton poste. Et tous ces attendus-là, c'est comment tu vas pouvoir y souscrire, comment tu vas pouvoir délivrer le plus rapidement possible et le plus confortablement. Donc, un manager forcément est coaché chez nous, c'est la règle et c'est non négociable. C'est-à-dire, les gens qui me disent, oh bah moi, j'en ai pas besoin, ça c'est pas pour moi, c'est pas négociable. Là-dessus, voilà, puis souvent, ils me remercient après en disant, ah bah oui, bah, tu avais raison, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, ça c'est pour la partie management. Mais même si c'est quelqu'un qui va être sur un poste expert et pas manager, il est accompagné, bénéficie des mêmes rendez-vous pendant une période, 3 à 6 mois en fonction de la complexité du poste. Parce que euh, quand on sort de sa zone de confort, le risque le plus important quand on est dans une entreprise, c'est évidemment parce que l'effet Dunning-Kruger, ça marche même quand on est dans l'entreprise depuis longtemps et qu'on prend un nouveau poste. Et quand on est dans la partie vallée de l'humilité, là, on a tendance, pour se rassurer, à se retourner dans sa zone de confort. Or, c'est pas ce qu'on attend de la personne. C'est justement, nous, notre travail, c'est de l'aider à sortir de sa zone de confort pour se recréer une nouvelle zone de confort qui va être son poste et être en maîtrise de son nouveau poste. J'ai une anecdote très vite là-dessus. C'était chez V33. J'avais un collègue qu'on avait promu. C'était quelqu'un qui déchargeait les camions. C'était le meilleur pour décharger les camions. Et il était devenu responsable des entrepôts. C'est la logistique camion. Il en était devenu le responsable. Et quand ça n'allait pas, alors pour se calmer, il prenait un Fenwick et il allait décharger un camion parce qu'il était dans sa zone de confort. Bon, alors à chaque fois que je l'attrapais, je disais, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Harry, ça me fait du bien. Est-ce que ça, j'y arrive? Voilà. Et évidemment, on est tous pareils. On est tous pareils. Pour se rassurer, on va faire quelque chose qu'on arrive bien à faire. Mais là, nous, notre travail, et c'est encore plus vrai quand on a
quelqu'un qu'on a promu parce qu'il était excellent. Bah non, maintenant, on va attendre autre chose de toi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous permet de promouvoir des gens et puis en leur assurant, on va t'aider. On va pas juste te dire, bon, bah, maintenant que tu as signé ton avenant, hein, voilà, ta nouvelle carte de visite, c'est écrit sur ton bureau que tu es responsable de ci, donc débrouille-toi. Non, non, on va t'aider à réussir. On est là pour toi. On va tout faire pour que tu réussisses. Ça, c'est quelque chose qui nous tient absolument à cœur. Et c'est nécessaire pour l'entreprise, juste. J'imagine totalement que c'est nécessaire. En tout cas, tout ce que tu dis me parle vraiment et j'espère que ça fera aussi écho à tous ceux qui nous écoutent. Je voulais aussi rebondir sur, la notion de mentorat. On en a rapidement parlé, en off tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion-là? Ah, le mentorat, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, soit c'est quelque chose qui se fait d'une façon spontanée. Nous, on essaie juste de mettre un peu de forme parce que, comme toute entreprise, on n'a pas de grands moyens. Donc, on va juste essayer de mettre en forme, mais sans avoir des grandes ambitions. On reste très terre à terre dans notre mentorat, de façon à ce que ce soit simple et que aussi, euh, alors, ce qui est important, c'est de pouvoir dire à la personne, si tu es en difficulté, tu as le droit d'appeler au secours. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des ressources à la fois hiérarchiques, mais vous pouvez des fois avoir la capacité d'appeler au secours, euh, comment dire, sans que votre hiérarchie ne soit nécessairement tout de suite informée. Parce que parfois, on peut avoir honte ou de dire je n'y arrive pas. Alors que là, il y a quelque chose qui est assez crucial dans ce moment-là. Quand on est face à une difficulté, il faut être capable de dire je n'y arrive pas et aidez-moi sans que ce soit un- quelque chose qui soit honteux. Il n'y a pas de honte à dire je sais pas ou j'y arrive pas. Au contraire. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on a développé un système de ressources sur la compétence qui est pas seulement lié à la hiérarchie, mais qui est surtout lié à de nombreuses expertises. La dernière en date, c'est dans le réseau travaux, c'est un alternant qui a développé, parce qu'on lui a demandé de le faire, euh, un outil pour faire des devis de chiffrage de travaux. Et c'est souvent lui qui est la ressource des nouveaux embauchés au poste de responsable d'agence pour les aider à comprendre. C'est juste un apprenti, mais il est la ressource sur ce sujet-là. Et il en est très fier d'ailleurs. En plus, il y a vraiment une notion de responsabilisation, et Ouais. d'autonomisation des collaborateurs, en fait, derrière cette notion de mentorat. Donc ça, c'est vraiment génial pour le coup. Jérôme, je vois que le temps file et j'ai une dernière question pour toi avant qu'on s'arrête. C'est si on a des DRH ou des RH qui nous écoutent, quels conseils tu aimerais leur donner, concernant le sujet de l'intégration? Ben, ce qu'il faut surtout, c'est sortir de la notion de fiche de fonction. C'est-à-dire que une prise de fonction, c'est toute une série de choses que la personne doit faire, et il faut s'assurer que il ait bien compris ce qu'on attendait de lui. Je parlais de sens et de cadre. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir s'assurer que la personne ait bien le sens de ce qu'on attend de lui et qu'il ait aussi bien le cadre dans lequel il va s'exprimer et travailler et pas juste dire, tu as un chef, il va se débrouiller avec ça. Faut justement que les managers qui sont souvent dans une situation de solitude, on puisse leur dire, mais t'es pas tout seul. Voilà. Tu as une lourde responsabilité, c'est celui de mettre en performance ton équipe, mais nous, on va t'accompagner. Et c'est important, c'est-à-dire qu'il y a une dimension collective à l'intégration. Et puis, il faut bien formaliser les choses. Et dernier mot,
le pilotage. Si on pilote pas, si on n'a pas du suivi et si on n'est pas très rigoureux sur le pilotage, ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup Jérôme pour ces conseils qui, je pense, trouveront preneur. Merci J'espère. Jérôme Merci pour, infiniment. pour Merci tous pour ce tes moment. partages. Merci pour ta sincérité et ton temps. Je remercie aussi tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin, cet épisode de podcast. Et je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH. Et à nouveau, merci Jérôme. Merci à vous. Au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.